Bonsoir à tous, bonsoir chers gens, bienvenue sur La Note Écrite, podcast animé par Steedies. Quel plaisir, sérieusement, de pouvoir recommencer, aller avec une deuxième session, épisode interview. Cette fois-ci, c'est la deuxième épisode, puisque la première, on l'a déjà fait. Et là, j'ai un invité d'honneur, parce que c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu, que vous n'avez peut-être pas entendu dans l'audience que j'ai en ce moment. Et laissez-moi vous le décrire un petit peu. Alors, c'est un auteur, compositeur, interprète, mais il est également un rappeur libre. Alors, il s'est dit rappeur libre, c'est un artiste qui mène une vie artistique musicale depuis maintenant 5 ans. Il a à son actif un album, un EP, 10 singles, tout ça sur 5 ans. Il est également d'origine ivoirienne et cherche à conquérir sa ville, à conquérir sa ville, Ottawa, avec sa musique. Nous parlons bien entendu de Real MJ, dont j'accueille sur le podcast La Note Écrite. Bienvenue, Real MJ. Bienvenue, je suis content d'être ici. Alors tout d'abord, votre nom, c'est même pas Real MJ. Ouais. Vous vous appelez Hakim. Ouais, mais Hakim. disez-nous d'abord pourquoi vous avez choisi ce pseudo. Ouais, bon, déjà, Hakim, c'est mon nom. Hakim pour tous ceux qui me connaissent, hein. Ça, c'est mon nom de base, c'est mon nom à l'état civil. Mais Real MJ, ça, c'est mon nom de rappeur. Pourquoi Real MJ? Real MJ, c'est un nom c'est un sobriquet qui naît d'une frustration. Ah oui. Ouais. Pourquoi déjà? Parce que, bon, effectivement, hein, c'est vrai que dans ta description, effectivement, tu as dit que j'ai 5 ans de carrière, mais effectivement, c'est pas faux dans le sens où, évidemment, ça fait 5 ans que je suis au Canada, donc 5 ans de carrière, mais j'ai commencé la musique depuis 2010. Bon, on a dit depuis 2010, quand tu commences la musique, tu vas pas forcément compter les années de balbutiement, d'apprentissage. Donc, j'ai commencé la musique réellement en 2014. Donc, ça fait 2014 jusque-là. Presque 10 ans. Voilà. Donc, et quand j'ai commencé, je m'appelais Hakim. Et je m'appelais MJ. C'est comme ça que tout le monde me connaît. MJ. Pourquoi MJ? Parce que à l'époque, nous, on a été bercé aussi par Section d'Assaut. Section d'Assaut, c'est ceux qui m'ont inspiré à faire de la musique. Si je rappe aujourd'hui, c'est à cause de Section d'Assaut, mais bien avant, j'ai un background, j'ai toujours écouté de la musique, j'ai toujours écouté du rap US, mais c'est le déclic, c'est la Section d'Assaut. Génération Section d'Assaut. Et dans la Section d'Assaut, il y avait mon préféré qui était Black M. Ah oui. Et Black M, c'était le mainstream junior. Donc, quand j'ai commencé à rapper, il fallait que je me projette en quelqu'un. Tu vois, oui. Voilà, il fallait que je trouve une figure de référence. Donc, c'était Black M. Je voulais être le mainstream junior. Donc, je voulais être le Black. Voilà. Donc, j'ai commencé par MJ. Et après, je faisais... Mais après, je voyais que c'était pas authentique. Dans le sens où, bon, MJ, quand je tape sur YouTube, j'avais fait sortir des morceaux à l'époque. Quand les gens essaient de me chercher, MJ, ça sort Michael Jackson. Quand on me demande, je m'appelle MJ. MJ, Michael Jackson du rap. Donc après, c'était mainstream junior. Après, ça a changé de connotation. Et jusqu'à ce que je commence à, évidemment, distribuer poster mes sons sur Internet. Mm-hmm. Et sur YouTube, c'était difficile de me retrouver. Ouais. Effectivement. Et ce jour-là, quand j'étais en train je remplissais les informations côté droit d'auteur, répartition. Côté artiste, je tape MJ. Dès que je tape MJ, je vois une pléthorique d'MJ qui sort. Mais j'étais frustré. Mais aussi après, c'est juste 2 lettres. Voilà, mais MJ, mais c'est pas authentique. Ouais. Et comme je suis quelqu'un de vrai aussi, Real MJ. Ensuite, le chant là, je dis bon, il va falloir ajouter quelque chose. Donc voilà comment Real MJ. Et aujourd'hui, vous êtes à l'aise avec ce pseudo? Oui, c'est mon nom, Real MJ. Ouais. Parfait. Ouais. Eh bien, Real MJ, vous avez commencé la musique, comme vous disiez, en 2014. On peut dire ça comme ça? Ouais, parce 2014, ouais. Quand même, en tant qu'artiste, on se fait connaître un peu plus tard, mais les débuts, c'est toujours un peu dans les coulisses. Enfin, on n'essaie pas vraiment. D'où vous sort cette inspiration à rapper? Vous avez dit que c'est Black M. Ouais. Mais vous avez grandi, vous avez toujours baigné dans ce monde? Oui, ma palette d'artistes. Oui, j'ai grandi avec du rap. Hein. Eminem, rap US, Akon. Nous, on a été bercés par tout ça. 50 Cent. Vous avez connu Diams? Diams aussi, oui, mais je n'étais pas un passionné de Diams, tu vois. J'écoutais rap français, tout ce qui est rap français, La Fouine Soprano, Booba, comment on dit? Niska. Non, pas Niska. Niska, c'est là. Moi, quand j'ai rappé, même Niska n'existait pas. C'est ça, en fait. C'est parce qu'on n'a pas eu vite le succès. Sinon, tous ceux qui sont là, nous, on a commencé, on était dans le truc déjà depuis longtemps. Okay. Et oui, c'est tous ceux-là qui m'ont bercé, un rap US. Et puis, musique, évidemment, internationale. Donc, j'ai été bercé par tout ça. Hein. Youssoupha, Kerry James. C'est vraiment Section d'Assaut qui était le déclic. Ça, c'était durant votre adolescence ou même plus jeune? Ouais, je vais dire plus jeune. Mais ouais, bon, plus jeune, il n'y avait pas Section d'Assaut, mais j'écoutais le rap US
les musiques qui passaient à la télé, il y avait des émissions dédiées au rap. Donc, c'était vraiment rap français. Avant, c'était plus soprano, les rappeurs vraiment qui étaient là avant, les ancêtres. Nos ancêtres, en tout cas. Soprano, La Fouine, Booba. Des classiques, on dirait. Ouais, des classiques. Et puis, les albums aussi. Et puis, rap US aussi, comme j'ai dit, ouais. Et qu'est-ce qui vous a le plus attiré au fait dans le domaine du rap? Pourquoi avez-vous choisi nécessairement le Petite rap? parenthèse, sans oublier les musiques, comment on dit, ce qu'on appelle musique du monde, Michael Jackson, et puis des musiques africaines aussi, parce que je suis ivoirien, donc ma base, musique africaine, ouais, donc c'est ça, ouais. Mais pourquoi vous êtes attiré notamment par le rap parce que je vous entends pas vraiment chanter comme tel. Ouais. Pourquoi le rap? Oui, le rap, parce que le rap, en général, c'est la musique des jeunes, tu vois, oui? Et puis, quand je dis là, mais c'est la musique vers laquelle les jeunes sont le plus portés, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc, c'est ça. Moi, j'ai grandi dans mon époque. C'est vrai qu'on écoute, on a grandi avec de la musique africaine, beaucoup d'influences aussi, mais vous avez comme voilà, il y a le rap qui... Comme on dit, on ne choisit pas sa musique de prédilection. Je devais être rappeur parce que c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Voilà, je me suis senti bien dedans. Ça m'a beaucoup aidé à m'ouvrir parce que j'ai commencé à écrire évidemment des poèmes en troisième. J'écrivais, ouais, troisième. Ça, c'est comme à l'âge de 8 ans à peu près. Ouais, non, troisième, j'avais... chez nous, c'était le BEPC. Ça veut dire que 4 ans avant l'obtention du bac, ici qui est le secondaire. Ici, je ne sais pas si ça représente quoi. 4 ans avant l'obtention de votre diplôme d'études secondaires, la classe en question. Ouais, 14 ans. Ici, c'est quoi? Secondaire 2 peut-être? Ouais, c'est secondaire, ouais, ça, secondaire 2, voilà, c'est ça. Donc 14 ans, 15 ans, j'ai commencé à écrire. Et puis j'aimais beaucoup. Et puis en général, moi, j'ai toujours été évidemment lyriciste, poète, dans le sens où à chaque anniversaire, mes parents, j'écrivais toujours des poèmes. Je faisais beaucoup pleurer mes parents, ma maman, parce que j'avais cette facilité-là à toucher les gens. J'ai toujours aimé ça, écrire. Ça, c'était avant de commencer le rap, c'était juste vraiment à partir de la rédaction. Oui. Ouais. Donc, vous n'avez jamais pensé à faire du slam? Non, ça m'intéresse pas parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de rythme. Moi, j'aime beaucoup le rythme, j'aime danser, donc j'aime faire danser les gens. Donc, ouais, je me reconnais des racines de la Côte d'Ivoire. Ouais, effectivement. Certainement. Ouais, alors, tout ça. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans la musique donc là, vous avez écrit, quand vous avez commencé à écrire, puis vous vous êtes dit, ok, là, je vais commencer à tenter le rap, à essayer d'aller sur des instrus, etc. Ouais. Quand est-ce que tu veux parler du déclic? Ouais, enfin, pourquoi? Oui, du déclic, en fait, oui. Ouais. Est-ce qu'il y a une raison derrière? Oui, non, voilà, oui. Oui, il y a une raison. En fait, le rap est venu... Ce qui est bizarre, c'est que la fois où j'ai commencé, le premier jour où je me suis décidé à rapper, c'était bizarre. J'étais en train d'étudier. Okay. J'étudiais, puis j'étais dans une période d'examen, donc j'ai révisé. Et paf, j'ai eu le déclic. J'ai dit, mais... Et puis c'était à ce moment où j'écoutais beaucoup Section d'Assaut. Okay. Et on écoutait les paroles des rappeurs, on maîtrisait les paroles des rappeurs. Voilà, Section d'Assaut, j'avais une pile de documents lyriques des Sections d'Assaut que je connaissais. Juste des paroles que vous devez moi je suis un fou des Sections d'Assaut, là. Je connaissais les lyriques par cœur. Donc tu rappes, à un moment donné là, ça finit par... tu veux faire pour toi aussi, tu vois. Oui. Tu veux toi aussi t'engager. Donc j'ai commencé à écrire mes premiers textes. Ça me faisait marrer. Et puis il y avait mon acolyte dans le temps qui s'appelait D-Ice. Donc oui, lui et moi, on a commencé à rapper. Lui aussi, on évoluait dans la même période là où on était fou de Section d'Assaut. Donc moi, je lui ai dit, moi j'ai commencé à rapper. Lui aussi dit, ouais. Oui, lui, il avait commencé bien avant, mais voilà, il n'en parlait pas jusqu'à ce que je lui dise. Et puis bon, on a commencé à cheminer, on a traversé vraiment, comment on dit, toutes les étapes qu'un rappeur est censé traverser pour devenir ce qu'il est. Ça veut dire les freestyles de quartier, les clashs de rue. Tout ça là, j'ai fait, oui. Aller dans les quartiers, aller affronter des rappeurs. Nous, on a fait ça avant. On a fait beaucoup d'expéditions où on a tellement envie d'aller rapper. On va affronter, on va dans telle commune, on prend les transports en commun, on va dans telle commune aller rapper, on va dans des... Ouais. C'est à ce moment-là peut-être que vous avez remarqué que c'était une passion. Effectivement, c'était une passion. Wow. Mais le freestyle, c'est quand même assez dur, parce que le freestyle, si tu pars vraiment, c'est sur le moment. Mais oui, je suis un freestyle dans l'âme, ça c'est ma base. Le rap, c'est ma base. Je pense que c'est ça qui vous aide aussi à écrire beaucoup vos textes. Oui. Vous n'avez pas eu le syndrome de la page blanche? Non, jamais eu le syndrome de la page blanche, pour le moment en tout cas. Pour le moment, mais c'est incroyable ça. Oui, mais bon, quand il dit jamais, évidemment, souvent on n'a pas d'inspiration. Mais j'étais beaucoup inspiré avant. J'avais au moins 3-4 cahiers, j'écrivais trop. J'ai regardé au fait des singles que vous avez sortis, puis j'étais comme,
cette personne, il n'a pas manqué d'inspiration. Ouais. Je pouvais le sentir à travers les paroles. Puis ça m'a rappelé aussi, comme souvent, en début de carrière, on a comme des tas d'idées qu'on veut directement mettre. Effectivement. Alors, quelle est votre motivation, en fait, qui vous a permis à maintenir cette passion-là au point de vous dire, OK, là, je commence une carrière, je m'en vais en studio, je vais commencer à sortir single après single, etc. En fait, parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, je me cachais déjà pour rapper avant. Et mes parents ne savaient pas. Jusqu'à ce que, bon, l'année qui précède l'obtention de mon diplôme secondaire chez nous, en Côte d'Ivoire, qu'on appelle le bac. Oui. Et, mes parents ont entendu des bruits de couloir, comme quoi j'ai commencé à rapper, tout ça. Et puis, bon, après mon bac, évidemment, mon papa m'a fait asseoir. Il m'a dit, mais j'ai entendu que tu rappelles tout et tout. Bon, nous, on veut t'envoyer au Canada. Bon, on est un peu insécure par rapport à ça. On aimerait que tu nous situes si tu veux faire de la musique. C'est un peu bizarre. Donc, je lui ai dit, non, le rap, c'est ma passion. Qui ne s'inquiète pas. Ça ne m'a pas empêché d'avoir mon bachelor à Ottawa. Oui. Donc, le diplôme que je fais à la Cité, c'est un diplôme d'un an, petite parenthèse. Donc, c'est ça, en fait. Donc, j'ai rassuré mon papa et ma maman. Mon papa, même qui écoute mes sons, qui écoute mes textes, lui, c'est un de mes grands, c'est mon plus grand fan, même, je dirais, oui. Parce que lui, tu sais, on dit souvent le gène de la musique, c'est un gène qui se transmet. Oui. Mon papa, c'est un amoureux. Moi, j'ai grandi. Mon papa, il était professeur de sciences physiques avant. Et quand il corrigeait ses copies, il y avait tout le temps. Mon papa, c'est ça, c'est un gène, c'est lui qui m'a transmis. Et il en est conscient, il sait. Il dit il n'était pas étonné. Ça veut dire que moi, le gène s'est tellement développé que moi, j'ai commencé à écrire. Donc, comment dire, quel a été le déclic concernant la professionnalisation de ma passion? Le déclic est venu de les investissements que j'ai faits. Parce qu'on allait au studio, j'investissais. Je me suis dit que j'ai tellement investi, j'ai tellement fait que je ne peux pas laisser, tu vois. Oui, c'est vrai. J'ai investi et puis je me suis dit, j'avais déjà un nom au pays. Je n'étais pas connu, mais j'avais déjà quand même un nom dans ma circonscription et puis j'ai fait beaucoup de choses. Donc, c'est sûr que moi, je me suis dit que si je venais au Canada, force, j'allais continuer. J'allais continuer obligatoirement. Et puis, bon, de fil en aiguille, tu vas au studio, tu investis, tu travailles, tu investis. Donc, à un moment donné, même si tu voulais faire juste pour le fun, mais tu te retrouves à investir beaucoup d'argent dedans. Donc, c'est vraiment sérieux. Là. Donc, c'est venu naturellement parce qu'au début, c'était la passion. Après, j'ai dit, OK, je vais me lancer là-dedans. Et puis... J'aime bien poser cette question. J'en ai fait une carrière. Ouais, j'aime bien poser cette question-là souvent aux artistes. Parce qu'au début, avant de commencer à aller au studio et tout, on rêvasse un peu. On est comme, ça va être tellement beau, ça va être magnifique. On imagine déjà sur un podium, un stade avec rempli de gens et tout. Arriver au studio, on voit l'argent, comment ça coûte, on voit le temps, on voit tout ça. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans tout ce parcours? Mais ça, j'apprécie déjà la question parce que ça me pousse dans des introspections. Vous savez, bon, tu sais, il y a beaucoup qui ont abandonné, des gars de ma génération, même... Tous les rappeurs, tu peux demander à tous les rappeurs même qui ont percé, tu peux leur demander cette question-là, évidemment. C'est sûr qu'à leur époque, il y a forcément des gens avec qui ils rappaient. Évidemment, à un moment donné, là, il y a eu la rupture, l'irruption. Ceux qui veulent vraiment faire pour s'amuser, ceux qui faisaient pour rester au quartier, ils vont changer de destination, ils vont faire leur truc. Si c'est les études, mais c'est le business. Et nous qui avons décidé de suivre ça, on va continuer. Tu vois. On va continuer. Je répète encore ta question, j'avais oublié pour ne pas perdre le fil. En fait, c'est qu'est-ce qui vous a le plus choqué? Ce qui m'a le plus choqué, c'est effectivement la triste réalité du showbiz. On s'est rendu compte que, évidemment, tout ce qu'on voit à la télé, ça coûte beaucoup. Et puis, tu te rends compte que pour percer, c'est pas si facile que ça. Le talent juste ne suffit pas. Vous avez quand même sorti 10 clips, 10 vidéoclips. Oui. Super beau montage avec beaucoup de gens derrière. Et effectivement, c'est ça, on n'a pas le choix. Donc, je me suis rendu compte que les défis financiers et puis la politique aussi, parce que quand je dis la politique, je veux parler du showbiz. C'est pas facile. Dans le showbiz, les gens ne vont pas t'ouvrir les portes. Et je veux dire, tu es un artiste indépendant. Tant que tu n'as pas encore percé, qui va te produire? Tu veux faire de la musique, ok. Mais la musique, comme j'ai l'habitude de le dire, la musique, c'est une passion de riche, comme le golf. La musique, ça coûte. Vous êtes le premier à le dire, franchement. J'avais jamais entendu ça auparavant. C'est une passion de riche. Pour faire de la musique, il faut de l'argent. Il ne faut pas qu'on se mente. Ça fait que, et qui va te produire alors? Et en temps, aujourd'hui, on est dans une époque où les maisons de disques
évidemment, c'est plus comme avant où avant on allait dénicher les talents. Oui. Avant, on voyait beaucoup ça. On déniche un talent qui sort de nulle part et on le rend célèbre, tu vois. Parce que aujourd'hui, on est dans un monde où... On y va avec la popularité. Ouais, en fait, on est dans un monde de paraître. On est dans un monde faux qui s'est exacerbé. Cette fausseté-là, c'est exacerbé par les réseaux sociaux. Tout le monde est à la recherche du buzz, recherche effrénée du buzz. L'artiste du moment fait un truc qui prend. Tu vois, donc ça veut dire aujourd'hui, les maisons de disques sont plus intéressées vraiment aux artistes talentueux. C'est plus vraiment le talent qui compte. Aujourd'hui, là, on attend à ce que tu fasses boum. Avant, on voulait te chercher, on allait chercher la source. On va chercher le produit, on polit le produit, on le travaille, on le développe et puis on le lance. Aujourd'hui, là, un artiste, il faut toi-même faire tes preuves. C'est plus le talent. Oui. Et le talent, là, tu peux avoir le talent, mais à un moment donné, la musique, là, c'est un son, il faut le déclic. Il faut le déclic. Parce qu'il y a des gens qui sont très talentueux, mais qui ne sont pas connus. Donc, c'est un peu ça. Dommage, et puis aussi, il y a les portes. Un artiste, il faut qu'on t'ouvre les portes, la radio, la télé. Tu te rends compte que, mais en vrai de vrai, tout ce qu'on voit là, c'est compliqué. Tu te retrouves, parce que tu te retrouves à être seul avec ton produit. Tu es seul avec ton produit. Évidemment, ton rêve, évidemment, pour finir, ton rêve, c'est que ton son passe à la télé, à la radio. Mais oui, quand tu finis de faire le son, il faut faire la promotion. Le moyen de la promotion, il faut que ça passe à la radio. Mais quand tu vas à la radio, tu te rends compte que c'est pas si facile que ça. C'est des connexions, c'est des relations. Donc, au finish, tu te retrouves seul dans une marée de monstres. Est-ce que c'est le plus gros défi? Bienvenue dans le showbiz. Est-ce que c'est le plus gros défi, vous pensez, en tant qu'artiste? Oui, le plus gros défi, c'est ça. Parce que surtout quand tu es un artiste indépendant, ça agit beaucoup sur ton mental. Énormément, si tu n'es pas vraiment passionné, je connais beaucoup de personnes. J'ai fait de la musique avec beaucoup de personnes qui ont arrêté. Les gens de ma génération, là, il y a beaucoup qui ont arrêté. Même ici, je connais beaucoup de personnes qui ont commencé. Ah oui, j'entends, ouais, il rappe aussi. Ah ouais, tu rappes comme moi, oui. Mais 2 ans après, tu l'entends plus. Ou bien il rappe, mais on ne voit jamais ces morceaux sur les plateformes. Parce que faire sortir un morceau, là, les gens pensent que la musique... Le plus difficile, ce n'est pas de faire sortir un morceau. Il y a la planification, la promotion, il y a les tournées, il faut rentabiliser. C'est du business. La musique, c'est du business. C'est pour ça qu'on dit showbiz. Oui, exactement. Lorsque j'ai regardé, lorsque j'ai fait des recherches, disons, j'ai vu que vous travaillez avec beaucoup de personnes. Vous n'êtes jamais seul non plus. Ouais. Donc, est-ce que ce monde-là, est-ce que c'est des gens d'une agence ou c'est des gens que vous trouvez ici et là pour vous entourer? Ce sont des amis, la parenté, c'est comment? Ouais. En fait, évidemment, c'est ça. Vous voyez, comme votre entreprise, dans toute entreprise, parce qu'un artiste, tu as une entreprise. Oui. Dans une entreprise, il faut trouver un système de fonctionnement. Quand tu as trouvé ton système, c'est fini. Le système, c'est quoi? C'est tous les éléments qui vont concourir à la réalisation de ton produit. Ça veut dire, par exemple, si tu es dans le domaine de l'agroalimentaire, il faut que tu aies des fournisseurs, il faut que tu aies le grossiste, il faut que tu aies la voiture, tu vois. C'est tous ces éléments-là, c'est ça. Pour un artiste, c'est pareil. Tu veux faire de la musique, il faut t'entourer de beatmaker, il faut connaître un beatmaker, il faut connaître un producteur, celui qui va faire tes coups. Donc, moi, c'est vraiment dans le feeling. Comme je suis une personne très extravertie et qui va au contact des gens, ça fait que je tombe toujours sur des personnes qui, ok, je cherche un gars qui fait des covers. Ok, toi tu fais des covers. Donc voilà, c'est dans le feeling. Je cherche. Moi, je cherche. Il n'y a personne qui... c'est pas donné à tout le monde là. Oui, tu vois, moi, je cherche. Je vais sur Internet. Ok, toi, tu fais un clip. Ok, on travaille ensemble. Et puis quand c'est bien, je t'intègre dans mon beatmaker. J'ai des beatmakers avec qui je travaille. Je peux avoir le contact via un ami ou bien voilà. Et puis, petite parenthèse, la musique, c'est soit évidemment, tu es produit par une maison de disques ou tu es produit en indépendant. Mais tu peux avoir des soutiens. Si vous remarquez en Afrique, c'est ce qu'on appelle des mécènes. Il y a des gens qui ont... Des mécènes, c'est vraiment des gens qui sont très aisés financièrement, qui soutiennent les artistes. Voilà, donc... C'est eux qui vont chercher à dénicher les talents? Très souvent, peut-être, on peut t'entendre... Tu peux faire le buzz dans une ville ou bien ils peuvent entendre que ouais, il y a tel artiste qui est talentueux et puis ils vont décider de... C'est pas des gens même forcément qui connaissent la musique. Hein. Il prend un exemple. Trudeau peut écouter ma musique et puis il aime ma musique. Ok, moi je décide de te soutenir. Il connaît pas tout ce qui est musique, mais il te donne de l'argent. C'est ça un mécène. Et vous voyez, même dans la musique, en général, dans la musique congolaise, dans la musique ivoirienne, il y a beaucoup ça. Vous voyez, les artistes ont tendance à citer des noms. Mais c'est ça, tout cela, c'est pas pour rien. C'est des gens vraiment qui soutiennent les artistes en fait. C'est pas pour rien.
Ensuite, c'est une façon de... C'est un remerciement, c'est une culture. C'est des mécènes. Donc, moi, j'ai dit, mais mécènes... Moi, j'ai des amis qui me soutiennent. Ils voient comment je charbonne. Oh, tu charbonnes tellement. Et puis, tu vois, quand tes amis voient que tu es sérieux, quand les gens voient que tu es sérieux dans ce que tu fais, par exemple, tu peux faire ton clip. On va dire, tiens, ton clip, il coûte combien? OK. Moi, tiens, ouais, je vais... Ou bien, le soutien, là, c'est pas financier seulement. Ça peut être sa voiture. Donc, ça peut être, OK, donc je t'avance telle somme. Ouais, non, ça fait plaisir. Ah, OK, non, tiens cette somme pour que ça, au moins, tu arrives à amortir, en fait, tes dépenses. Donc, ça vient naturellement, mais à la base, tu comptes pas sur quelqu'un, tu vois. Tu comptes sur toi-même. Exactement. Puis ceux qui veulent m'aider, ils m'aident. C'est comme ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez débuté, c'est-à-dire... Déjà, vous aviez déjà un nom dans votre pays, en Côte d'Ivoire, lorsque vous aviez commencé. Effectivement. Et là, arrivé au Canada, vous arrivez comme sur une page blanche. Voilà. Là, je connais personne. Exactement. Je viens étudier. Comment vous avez débuté? Donc, c'est vraiment la question, en fait. Comment j'ai débuté ici? Mais ici, moi-même, je ne saurais te dire. Vous ne saurez pas. Pourquoi quand je dis je ne saurais te dire? Parce qu'en fait, c'est allé tellement vite. Je vais parler de ça, c'est ma personnalité déjà. Je suis une personne extravertie qui m'adapte très facilement. J'ai le contact facile. Oui. Et en Côte d'Ivoire, c'est comme la Côte d'Ivoire était pour moi une formation. Parce que j'ai eu le temps de tourner. Hein. J'ai fait des prestations. J'ai traîné avec des rappeurs connus, quand même des légendes qui étaient, comme on dit dans notre jargon, mais bons vieux pères, tu vois. Oui. Des gens à qui j'ai appris. Donc je savais quand même un peu comment... Voilà. Je savais un peu comment ça fonctionne. Puisque je suis quelqu'un, à la base, je suis un bon vivant. Donc, socialiser. Quand les gens me connaissent, en passant, je suis un rappeur. Ah, tu rappes? On fait les freestyles ici, oui, à Ottawa. Les gens découvrent que tu fais les freestyles. Tu as tes pages aussi sur les réseaux que tu essayes d'alimenter un peu. Au début, c'est pas forcément professionnel, mais les gens voient que tu fais de la musique. Tu fais de la musique. Les gens, tu vois, quand il y a un truc à Ottawa, tu participes. Ouais, exactement. Donc, c'est vraiment de fil en aiguille. Tu cherches des studios, tu vas enregistrer. Donc, évidemment, tu commences à avoir une réputation. Tout le monde te connaît. Mais évidemment, ce qui me faisait marrer, c'est que, évidemment, les gens savaient que je rappais, mais je n'avais pas encore le crédit du rappeur. Parce que, évidemment, on sait que tu rappes, mais tu as fait quoi concrètement? Est-ce que... Moi, j'ai une question. C'est ce que les gens pensent, mais vous-même, vous sentez déjà comme un... Oui, je suis un rappeur parce que j'ai un background. J'ai fait sortir des sons, c'est parce que je ne veux pas, évidemment, ressasser. Mais quand je viens au Canada, c'est une page blanche pour moi. Là. C'est un nouveau truc. Oui. Côte d'Ivoire, là, c'est Côte d'Ivoire. Et puis, au contraire, le Canada, même, ça permet facilement de m'ouvrir à l'international. Donc, c'est une chance aussi pour moi, tu vois. C'était une nouvelle porte, c'était une nouvelle chance. C'était une nouvelle opportunité. Opportunité. Donc, c'est la socialisation d'amis en ami, de fil en aiguille. Tes proches qui savent que tu rappes, qui te réfèrent à des shows. Okay. Tu prestes ici, quand il y a un... Dans les écoles aussi, dans les écoles, tu vas prester. Mais le déclic, ce qui a fait que les gens ont commencé à me prendre au sérieux, effectivement, c'est ton premier clip twerk. Parce qu'effectivement, imagine, mets-toi dans la peau d'une personne que tu connais qui fait de la musique. Évidemment, il dit toujours qu'il fait de la musique, il fait des freestyles. Tu vois. Jusqu'à ce qu'un jour, mais dans ta tête, c'est pas sérieux. Jusqu'à ce qu'un jour, tu vois un clip, bam, bien filmé. Wow. Elle dit, oh! Là, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est ça, le jour. C'est pour ça que Twerk, ça, quand même, à l'époque, Twerk, ça a eu quand même du succès ici. Oui. Ça a tourné dans beaucoup de snaps. Il y a des gens quand même qui me connaissent ici. Donc, c'est le jour où j'ai balancé déjà mon single Twerk sur les plateformes. Les gens étaient en mode, waouh, parce que là, c'était mon départ. Là. Premier son, premier cover, vraiment mes marques sur le territoire canadien. Et vous étiez donc vraiment j'ai envoyé, fier puis c'est vraiment... Ouais, vous dites? Vous étiez vraiment fier, j'imagine. Ouais, fier. Et puis c'est un morceau que les gens ont beaucoup aimé. Beaucoup aimé, oui. La jante féminine, tout ça. C'est très... Comment ça donne envie de danser. Merci. Et en passant, ça c'est le morceau... Mon père aussi kiffe beaucoup ce morceau-là. Donc c'est ça, j'ai fait sortir le son sur les plateformes. Ouais, donc je tournais jusqu'à ce que je... Bon, évidemment, quand tu fais sortir un son, après il y a un clip qui suit. Donc j'ai fait sortir le son sur les plateformes. Et puis, bon, j'ai continué de charbonner jusqu'à ce que je trouve l'argent du clip pour faire le clip. Et c'est quand j'ai lancé le clip que, waouh, ça a tourné, les gens ont partagé. Donc, ça m'a donné le crédit. Et j'ai vu que les gens me regardaient différemment maintenant. Là. C'est vrai. Ouais, parce que les gens me disent, ah, vraiment. Et puis, surtout, un étudiant c'est pas tout le monde qui fait ça dans une ville ici. Tu vois, la détermination. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ça. En général, on est plus dans... ce qui est plus commun, c'est évidemment un étudiant qui vient ici,
qui vient étudier, il fait du rap, mais bon, ça reste des freestyles. Tu vois, tout le monde n'est pas forcément sérieux là. Mais on dit, quand on voit une personne engagée comme ça, on dit, ouais, lui, il est différent des autres parce que lui, là, il produit, il fait des trucs. Donc, de fil en aiguille, les gens m'ont pris au sérieux. Les gens me partageaient beaucoup sur Snap, tout. Donc, évidemment, de fil en aiguille, ma réputation. Donc, j'ai commencé aussi à me faire des contacts. Ici aussi, côté showbiz, les prestations, tout. Donc, voilà. Après, j'ai envoyé mon deuxième son qui a été aussi un succès, qui est What the Fuck. Oh, c'est les titres. Ouais, WTF. Ouais. Excuse-moi. Non, il y a pas de souci. C'est les titres de votre single aussi. Donc tout ça a été fait ici à Ottawa. Oui, c'était fait ici à Ottawa. Vous savez comment les gens, lorsque c'est fait à Ottawa ou Gatineau, on a tellement du mal à y croire que ça donne effectivement, une bonne... oui. Moi, je me sentais seul là, du genre, quand je regardais dans le paysage, j'avais l'impression que j'étais le seul. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui rappent, mais quand on dit seul, étudiant africain à Ottawa, les gens savent que je rappais. Parce que même dans les galas de Black, la communauté noire, je prestais, il y a des archives. Donc j'ai fait tout ça. Donc vous voyez qu'au-delà de l'artiste, il y a l'être humain qui est là aussi, tu vois. Faut socialiser. Ça, c'était skills personnels. Je connais des gens qui savent rapper, mais qu'on n'a jamais entendu parce que bon, ils sont dans leur coin, man. Le monde, tout le monde, les gens vont pas venir vers toi, va vers les gens et puis fais ce que tu as à faire. Vous avez également dit que lorsque vous avez lancé votre premier clip, les gens ils ont commencé à vous regarder d'une manière différente. Effectivement. Est-ce que ce regard-là, comment vous le percevez? Est-ce que vous le voyez d'une manière positive, négative, ou bien c'est comme si les gens en fait de base ils étaient comme non, pas trop d'accord avec tout, mais d'un coup là ils prennent intérêt? En fait, ici, je n'en voulais même pas aux gens. Ah oui? Parce que pourquoi je n'en veux pas? Parce que c'est sûr, après tu en veux, mais au début, tu te dis c'est normal. On dit, les gens t'achètent au prix auquel tu te vends. Parce que, ok, je fais de la musique, je fais du rap, mais on te voit toujours, tu freestyle, tu es talentueux. Mais oui, mais faut prouver aux gens, donne-moi une raison de t'aimer, donne-moi une raison de te suivre. Les gens ont besoin de raisons pour adhérer à ta vision. Les gens ont besoin de raisons, c'est toujours comme ça. Les gens ont besoin toujours que tu leur prouves. Les gens ont besoin toujours de raisons pour adhérer à. Donc, effectivement, quand j'ai fait mon clip et que j'ai commencé à voir, j'ai commencé à sentir la perception que les gens avaient de moi, comment les gens me regardent dans la ville, en général, même dans les snaps, le crédit que les gens me donnent, évidemment, moi, ça m'a pas fait mal. Ça m'a pas fait mal. Ça a été une revanche pour moi. Et puis moi, ça a été une, une alerte pour moi. Ça a été une alerte pour dire, tu es sur la bonne voie. Les gens, voilà, certes, c'est pas comme si les gens croient en toi, mais ok, tu es sur la bonne voie, donc continue comme ça. Donc il n'y a pas de problème. Ouais, j'étais pas frustré, au contraire. Moi, c'était un pari que j'avais gagné. Parce que là, c'est bon aussi de s'affirmer rappeur, mais là aussi, il faut avoir la crédibilité. Également, oui, ça vient. Il faut que, évidemment, qu'on dise Real MJ, tout le monde est unanime que tu es un rappeur. Au moins, on sait ce que tu fais. Exactement. Il faut se créer c'est comme une sorte de CV, mais dans le domaine. Voilà, effectivement. Il faut certifier ton nom. Donc, c'est ça, en fait. De la musique, oui. Donc, ça ne m'a pas fait mal. J'ai pris ça comme une fierté. Est-ce que vous pouvez nous partager vos techniques pour rapper vite? Je vous ai surpris, hein? Oui. La technique. Évidemment, il y a une technique qu'on appelle le DBD Dub. Seuls les initiés vont comprendre. Le DBD Dub, c'est quoi? Vous remarquez aujourd'hui avec la trappe, dans le rap, aujourd'hui, il y a un débit. Il y a un débit usuel, il y a un débit que tout le monde a l'habitude de prendre. Vous voyez Migos comme ça. Ils ont une façon de rapper. C'est pas vite, c'est pas lent. C'est mi-rapide, mi-lent, mais ça débite quand même. C'est assez saccadé. Tu vois? Ah, d'accord, oui. Ça, on appelle ça le DBD Dub. Parce que quand une personne rappe, c'est un peu ce qu'on entend. Voilà, ça c'est le débit. Et il faut maîtriser ces fondements-là. Ça veut dire un rappeur qui veut être rapide, ça c'est un flow que tu dois maîtriser. C'est la version yaourt du rap. Voilà, mais évidemment, il faut écrire, il faut maîtriser le DBD Dub. Il faut savoir, évidemment, voilà. Faut savoir rapper. Genre, je sais pas, je vais te faire peut-être 2 phrases. L'homme et la femme se combat vite au charme face à l'argent. Pas étonné, mais je trouvais pas ça marrant. Le diable nous mène dans un joli bateau, même petit, un peu comme le catamaran. Voilà. Ça là, tu vois, ça c'est rapide, mais il y a des débits. Pour rapper rapidement, ça c'est la base. Tout rappeur qui aspire à rapper rapidement doit maîtriser ça. Est-ce que vous avez pris des cours? Non. On a appris, on a écouté, et puis tu te lances, tu écoutes Basta Rims.
Oui, il y avait évidemment des Eminem, évidemment. Si tu veux être boss, il faut t'inspirer des boss. Donc, si tu veux être rapide, il faut t'inspirer de ceux qui sont très forts là-dedans. Évidemment, maintenant, il y a une technique. Tu essayes de maîtriser les fondamentaux et puis après, ça, il n'y a pas de secret. Hein. Pour être rapide, le secret, c'est la pratique. La pratique, beaucoup de pratique. Parce qu'au début, c'est ça que même, je prends un exemple. Je vous souhaite, même si demain vous interviewez Eminem, Busta Rhymes, vous lui demandez. Au début, en général, tu rappes, mais on n'entend pas. Vous voyez, il y a des rappeurs qui rappent vite, mais on n'entend pas. On n'entend pas vraiment. Les gens pensent que rapper vite, ça veut dire ne pas t'entendre. Évidemment, c'est sûr qu'on ne peut pas t'entendre comme si tu rappais rapidement, puisque tu accélères, mais tu dois être audible. Rapper vite, c'est juste, tu accélères ton débit, mais il faut que tu articules. C'est très important, l'articulation. C'est là où on voit la maîtrise. C'est là où on voit le talent, et ça, en fait. Évidemment. Et ça, c'est à force de faire. Avec la pratique. Et ça, tu travailles beaucoup ton audibilité. C'est très, très important, mais c'est difficile. Puisque tu dois toujours... Effectivement, tu vas écrire ton texte, tu vas répéter. Et si tu veux écrire beaucoup de textes, en forgeant, tu deviens forgeron. Parce que un artiste, c'est facile de faire un morceau comme ça rapidement, un jour pour montrer aux gens que ouais, tu es fort, mais faut avoir beaucoup de sons là-dedans. Et plus tu en fais, plus tu deviens fort. C'est un peu ça, il n'y a pas de secret. Le secret, c'est évidemment le débit de dope, qui est les fondamentaux. L'articulation, ça, c'est le secret. Tu peux rapper rapidement, mais si tu n'articules pas, si tu n'es pas rapide... Ça ne donne rien, enfin. C'est ça, il faut qu'on entende tes mots, il faut qu'on entende. Lorsque vous avez commencé la musique, est-ce qu'il y a un message tel quel que vous aviez voulu passer à votre public de base, ou c'était comme, je me lance dans la musique, puis on va voir ce que ça va donner avec les textes que j'aurai. Est-ce qu'il y avait un message? Il y avait un message, oui, il y avait... Oui, il y en a à la base, tu rappes pas pour être messager. C'est vrai que même si le rap comment on dit, t'érige en messager. Énormément. Mais à la base, évidemment, moi, c'était pour le plaisir, pour le fun. Parce que à la base, c'est vraiment dénoncer les faits sociaux, tout ce qui te passe par la tête. Parce que le rap, c'est la poésie, en vrai de vrai. Donc, la poésie, tu exprimes tes sentiments. Donc, à la base, moi, j'avais pas je me suis pas fixé, comment on dit, un mandat ou bien un rôle particulier en tant que rappeur. Bon, moi, je vais rapper, moi, je vais être rappeur de tel type de message. Non. Je me laisse juste guider par mon feeling, par mes émotions. Et après, plus tu grandis, plus tu t'intéresses, tu commences à trouver ta niche. Bon, moi, je serai un rappeur, certes, qui rappe, qui va parler de faits de génération, mais qui sera aussi plus axé sur ça. Donc, c'est ça, ça vient naturellement. Est-ce qu'il y a une différence avec le temps? J'imagine, avec le temps, ça va peut-être créer une certaine différence entre Hakim et Real MJ. Ou ça demeure la même personne? Vous venez de dire que... Oui, sincèrement, les rappeurs ont très souvent... Bon, évidemment, tous les rappeurs n'ont pas forcément la même réponse. Il y a des rappeurs qui vont dire, ouais, il faut différencier. Ouais, moi, je suis différent de ma version rap. Mais moi, je pense que le Hakim est pareil que le Real MJ, effectivement. Le MJ, parce que moi, je suis vrai, man. Je joue pas un rôle. Je suis pas... C'est sûr que, évidemment... Real MJ n'est pas Hakim aussi. Real MJ n'est pas Hakim. Hakim, pour connaître Hakim, tu peux pas connaître Hakim à travers Real MJ. Tu peux pas connaître l'Hakim entier à travers Real MJ. Déjà même, on finit jamais de connaître un être humain. Tu peux connaître quand même, tu peux savoir qui est Hakim, mais tu peux pas connaître Hakim dans sa globalité. Mais ouais, quand je rappe, c'est ma personnalité, c'est vraiment ce que je pense. J'ai pas de filtre. C'est vraiment, j'essaye d'être vrai dans mon rap. Donc, il n'y a vraiment pas de différence. Mais c'est sûr que je serai plus pudique sur certains sujets. Donc, tu ne peux pas me cerner, tu ne peux pas me juger aussi sur, évidemment, ma musique. Parce qu'il y a l'humain aussi qui est là. Mais je fais de telle sorte que le Hakim et le Real MJ soient quand même forment un. J'essaye d'être vrai. Il ne faut pas aussi mentir aux gens. Moi, c'est pas ça mon fond de commerce. Alors, sur scène, parce que lorsque vous créez un single... Vous passez le texte, vous allez au studio. Et là, il y a plein d'étapes, j'imagine. On va en parler plus tard. Mais rendu au moment de la promotion, il y a notamment les temps où vous passez sur scène, etc. Quels sont votre ressenti? Comment ça vous fait? Ouais, ok. Donc, en fait, si je veux bien comprendre, est-ce que vous n'êtes pas en train de me dire autrement, dans quelle étape je prends le plus de plaisir? Dans la création ou bien étant sur scène? C'est pas ça ou bien c'est pas ça?
On peut en parler plus tard, celle de parler à partir du début jusqu'à la fin. Mais c'est quoi ta question encore? Reprends pour que je... Le ressenti sur scène, au fait. Ah, le ressenti sur scène? Oui. C'est ça? Oui, le ressenti sur scène. Comment ça vous fait de chanter vos propres sons, de voir un public qui réagit? C'est la partie où je me délecte de mon art. Moi, j'aime la scène. Moi, c'est vraiment l'étape qui me plaît le plus. Dans tout. Dans la musique. Et moi, je suis un passionné de scène. J'aime la scène parce que c'est un peu la partie où... C'est un peu l'étape où tu jauges ton travail. C'est le public qui va jauger ton travail. C'est bien de faire un morceau, faire écouter à 2-3 personnes. Ah, c'est bien, mais la qualité de ta musique ne se définit pas à l'appréciation de tes proches. Okay. C'est l'appréciation du public aussi. Oui, c'est vrai. Donc, moi, je kiffe parce que ça me permet de déjà échanger les émotions. Avec eux, oui. Voilà. Et puis, moi-même, me challenger. Sur scène. Sur scène. Et puis, l'exécution. Il y a des artistes qu'on appelle des artistes de studio. Ah oui, ceux qui performent. Il y a des artistes qui sont, évidemment, quand tu les écoutes, waouh, mais quand ils performent, c'est nul. Il y a même des artistes très connus qui ont cette réputation-là. Ah, lui, il est bon, mais sur scène... C'est quelque chose d'autre. C'est ça. Donc, sur scène, là, ça me permet, moi aussi, de jauger ma musique. Et puis, c'est là le vrai diagnostic. C'est qu'il y a à améliorer. C'est ça. Parce que, évidemment, tu chantes dans ta musique, mais quand tu vois que, quand toi-même, tu t'entends sur scène et que tu vois que c'est pas forcément le même film. Comme toi-même, tu es ton propre censeur. C'est parce que moi, c'est vraiment ici que je m'améliore. C'est ici vraiment que j'améliore mon art sans passer forcément par les critiques des autres. Avant même que les gens me critiquent, je m'entends, je m'écoute. D'abord, tu te critiques toi-même. Voilà, je me critique moi-même. Et ce qui me plaît, c'est que moi, j'aime beaucoup la fête. Donc, qui dit performance, dit fête. Donc, c'est vraiment... Ça vous est déjà arrivé d'avoir... C'est le ressenti que j'ai. D'avoir un son que vous préparez, puis d'un coup, vous disiez, non, finalement, je vais pas sortir celui-là... Vous avez dit que vous avez plein de brouillons. Oui. J'allais vous en parler, mais ouais, vous avez dit, est-ce que j'ai des sons auxquels Vous avez déjà abandonné, au fait, que vous avez dit non, ça c'est... Des sons qui étaient prévus sortis, que j'ai abandonné. Ouais, oui, beaucoup. C'est d'ailleurs même pour ça même que mes amis, mes proches, ceux qui suivent vraiment, évidemment, ceux qui sont un peu dans tout ce qui est le processus de création, parce que forcément, tu as des amis... des frères à qui, évidemment, quand tu sors du studio, même qui t'accompagnent, écoute, donne-moi des critiques, donne-moi des reviews pour que j'améliore les choses, évidemment. Et, moi, je tripe beaucoup, là. Reprenez votre question. Je demandais, au fait, s'il y avait des projets que vous auriez comme abandonnés, que vous avez mis de côté. Oui. Évidemment, on me reproche souvent d'être un peu avare en son. Avare dans le sens que... Dans le sens où, ce que vous entendez, l'IP que vous avez écouté et puis de l'ombre à la lumière, ça sincèrement je pense que ça c'est même pas 5% de moi. Moi j'ai une palette d'au moins 60-70 sons que j'ai même pas encore fait sortir. J'ai des morceaux que j'ai enregistrés depuis longtemps, mais moi je suis une personne, j'aime pas faire sortir les sons pour faire sortir les sons, parce qu'il faut faire sortir les sons. Et puis les gens oublient que tu es un artiste indépendant, l'argent sort de ta poche. Donc c'est ça, c'est ça. Donc souvent je faisais trop de calculs, mais maintenant là je suis plus dans le calcul. Vous êtes dans le feeling? Plus dans le feeling? Ouais, je suis vraiment dans le feeling. Mais aussi, il y a du calcul aussi, puisque quand tu fais sortir un son, il y a le budget aussi qui va avec. Donc, donc je vais dire que ça même, c'est mon quotidien. Vouloir faire sortir un son et puis après renoncer, ça, c'est comme... Mes amis même me taquinent là-dedans. C'est pour cela qu'ils trouvent que je suis beaucoup avare en son. Ils pensent que ceux qui connaissent vraiment ma palette, ils disent, mais tu as beaucoup de bons sons que tu peux balancer. Mais pourquoi à chaque fois tu dis non, c'est pas le moment, ou bien je vais attendre? Il n'y a pas de raison à ça? Mais il y a toi aussi, il faut que tu sois bien mentalement aussi. Il y a beaucoup de choses parce que, évidemment, tu te produis seul. Donc, tu es seul à faire tout. J'ai l'impression que vous voulez avoir vraiment beaucoup de contrôle dans ce que vous faisiez, vous sélectionnez. Voilà. Tout. Parce que moi, il faut respecter l'audience, il faut respecter mon public. Et c'est bon de faire ça. Il y a des artistes même qui ne sont même pas engagés même dans... le marketing de leurs produits. Tous ceux qui me suivent, ils savent que moi, je suis très constant. Ça demande beaucoup de temps, là. Pourtant, je ne suis pas seulement qu'artiste. J'ai fait d'autres choses aussi. C'est ça. C'est bon de dire oui, fais sortir. C'est vrai que, évidemment, si c'était à refaire, il y a des choses que je n'allais pas refaire parce que j'ai lésiné aussi sur beaucoup de projets que je pourrais sortir. Parce que aussi, la musique aussi, c'est le feeling. Souvent, il ne faut pas trop calculer. C'est quelque chose que j'ai réalisé. Parce que tu te dis... Parce que moi, mon problème, c'est quoi? C'est de te dire, ce son-là, il est tellement lourd que je préfère qu'il sorte à cette période. Je préfère qu'il sorte à cette... Donc, à un moment donné, là, c'est l'art. À un moment donné, là, si ton morceau doit prendre, ça va prendre. Ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé depuis 2 ans maintenant, là. Donc, voilà pourquoi j'ai fait sortir un EP.
le 24 décembre, le jour de mon anniversaire, comment on dit? Le 24? Ouais, le 24 décembre. Okay. J'ai lancé En attendant Quintessence le 24 décembre, qui est le jour de mon anniversaire. Et puis, j'ai lancé 7 sons. Et juste puis, après. Au bout de 2 mois, je prévois lancer un son encore qui est à la santé. Normalement, dans mon processus, évidemment, quand tu fais sortir un projet, tu dois défendre ce projet. Mais je n'ai pas encore clippé les morceaux de ce projet. Mais j'ai annoncé à la santé parce que je me dis que, OK, certes, je vais clipper des morceaux, mais là c'est l'été. Et j'ai décidé de ne plus être avant en son. Je vais bien exploiter l'été parce qu'il y a des morceaux que je peux vraiment bien exploiter. Et j'ai pas envie de clipper des morceaux qui sont dans mon projet. Donc, je vais partir sur d'autres singles. Ouais. Ça, c'est... Ouais, ça part de partout. Hein. Ouais, ça part de partout. C'est vrai, mais c'est la nouvelle direction artistique que j'ai décidé de prendre. J'ai décidé de ne pas trop être avant en son. Il y a des artistes qui font sortir des projets qui ne clippent pas. Parfaitement. Donc, je suis pas obligé de clipper. Mais il y a deux morceaux deux clips qui seront 2 morceaux qui seront clippés En attendant Quintessence. Mais ça va venir après. Après, je peux le clipper parce qu'il n'y a pas de pression. Là, on est en été, donc faut balancer vraiment des morceaux qui sont adaptés. À l'été, justement. Quand bien même que dans En attendant Quintessence, il y a des morceaux que je peux exploiter aussi. Vous prenez combien de temps pour réaliser un single, au fait? Si on part déjà des étapes. Combien de temps? Beaucoup, hein. Est-ce que ça vous prend plus d'un an? Ça peut prendre un jour. Ok. Quand je dis un jour, c'est quoi? À un moment donné aussi, il y a le processus d'écriture. Il y a le studio. Il y a la finalisation du son. Quand je parle de finalisation du son, je veux dire quand tu enregistres, il faut l'arrangement, il y a le mixage, il y a il y a le mastering aussi. Voilà. Donc, quand tu finis de faire ça aussi, c'est de l'argent. Quand tu finis de faire ça, tu as ton produit. Il faut maintenant une image sur ton produit. Ça dépend. Voilà. Ça dépend. Il y a des morceaux qu'on amène directement avec le clip. Ouais, en général, moi, j'envoie... Il y a des morceaux que je vais envoyer directement avec le clip. Mais bon, quand tu es un artiste indépendant, évidemment, et que tout sort de ta poche, il faut quand même donner le temps aux gens d'écouter en attendant que toi aussi, tu mobilises les ressources après pour clipper. En fait, ça dépend du morceau. Il y a des morceaux qui viennent directement avec le clip, qui sont bons à venir directement avec le clip. Il y a des morceaux, évidemment, que tu vas envoyer en attendant que les gens découvrent, en attendant que ça se propage et puis envoyer le clip. Comment faites-vous la promotion d'abord de tous ces singles que vous faisiez? Ouais, la promotion, c'est de l'organisation. Ouais, ça demande beaucoup d'organisation. Beaucoup d'argent aussi. Beaucoup d'argent. Les radios notamment. En même temps, il faut être stratégique. Mais évidemment, quand tu es seul, maintenant, il faut être intelligent. Parce que tout objectif, et comme on dit, tout business, tout entrepreneur, toute entreprise vise à faire du profit en investissant moins. C'est ce que souvent on appelle l'efficience. Tout le monde veut investir peu pour avoir beaucoup. C'est comme ça que tu rentabilises. Oui. C'est ça. Donc, il faut minimiser tes coûts. Donc, évidemment, si tu connais telle personne avec qui tu as l'habitude de travailler, tu as des deals avec la personne, tu essaies de constituer quand même un système, un réseau de personnes à qui quand même tu peux avoir certains services moins chers. Voilà, donc c'est ton réseau en fait. Faut juste être intelligent et puis il faut avoir des gars à côté de toi qui peuvent quand même te donner de bons prix afin de minimiser tes coûts. Et puis comment se passe la promotion? Oui, évidemment. Tu sais, en général, les artistes indépendants, c'est ce qui les fatigue. Parce que c'est un peu ça la différence entre ceux qui sont en maison de disques et les artistes en indépendant. Parce que tu fais tout toi seul. Parce que ceux qui sont en maison de disques, là, tu es comme un bébé gâté. Tu n'as pas à t'occuper du studio. Tout est géré. Mais là, imagine, tu as payé le mixage, le mastering, tu as écrit tout. Très souvent, tu te dis, OK, le son va sortir. Mais là, c'est là maintenant que ça commence. Il faut encore le budget pour le marketing. Avoir plus d'énergie aussi. C'est ça. Et très souvent, c'est ici, là. C'est ça un peu qui nous fatigue. Parce qu'à un moment donné, tu as investi. Tout va dépendre de tes moyens. Aussi, mais bon, en même temps, c'est pas la fin du monde. Produire un son, c'est pas comme si c'est aussi construire une maison. Mais souvent, évidemment, tu es essoufflé. Quand tu balances le son, là, ça se voit que financièrement, là, tu es essoufflé. Il faut que tu te reposes. En temps là, il y a le marketing aussi que tu dois faire. Tu vois, tu as pas le marketing aussi, évidemment, si ton son doit prendre, évidemment, ça sera viral. Mais là, tu peux pas compter sur les partages des gens. Les gens vont partager. Si, ils aiment bien aussi. Voilà, les gens aiment. Il y a des gens qui vont partager, il y a des gens qui vont pas partager. Bon, là encore, il faut qu'on te soutienne. Tout le monde n'est pas obligé de te soutenir. Tout le monde ne va pas te soutenir. Et il y a des gens, peut-être, il y a des soutiens auxquels tu t'attends. Tout ça, on a vécu. Il y a des frustrations. Tu souhaiterais que les gens partagent, mais tout le monde ne va pas partager, tu vois. Mais évidemment, il ne faut pas compter aussi sur ça. Et à un moment donné aussi, tu veux que ta musique soit virale. Donc, il faut sponsoriser. Il faut faire beaucoup de choses. Ouais.
Si tu as les moyens aussi de venir à la radio, tu viens à la radio, il faut faire ce qu'il y a à faire. Si tu as des connexions, évidemment, ton son peut passer, évidemment. Souvent, là, c'est vraiment le feeling. J'ai eu à passer dans des radios ici, à la radio U Ottawa. C'est pas forcément là, tout dépend de... C'est du relationnel. Oui. Voilà. Mais aussi, tu peux arriver aussi, si tu veux faire une promotion aussi, que la radio se concentre sur ton projet. Il y a aussi des conditions. En même temps aussi, si tu as la chance qu'une radio, une plateforme aime ta musique, ça va de pair, tu vois. C'est naturel, ça vient naturellement. Ta musique est sur les radios, c'est diffusé sans que tu débourses aucun sou. Mais en général, c'est pas comme ça fonctionne. Ouais, effectivement. Voilà. Là, tu peux avoir tes connexions, tu peux avoir la chance, mais bon, en général, c'est ça. Donc, ça fait que moi, évidemment, radio, tout ça, télé, FM, ça fait pas partie de ma promotion. Et puis, je te coupe pas la parole pour finir. Aujourd'hui, même tout vient tout par des réseaux sociaux. Les médias, la télé, c'est les réseaux sociaux là qui... La substance vient des réseaux sociaux. Aujourd'hui, là, avec les réseaux sociaux, on n'a vraiment plus besoin des médias traditionnels. Sincèrement, on peut s'en en passer puisque c'est eux qui viennent nous chercher. Donc, je peux m'en passer, en tout cas. Parce qu'à un moment donné, si ça marche, ils vont récupérer naturellement. Est-ce qu'il y a eu des moments les plus vraiment difficiles où vous aviez envie d'abandonner ou de vous dire non, là, c'est trop dur pour moi ou bien c'est peut-être pas fait pour moi? Enfin, je sais pas. Est-ce que vous avez eu des moments de doute? Ouais. Non? Quand je dis ouais, c'est juste une intonation. Comprenez la connaissance. Non, mais en fait, si je vous dis, vous n'allez pas croire. Ça arrive dans la carrière des artistes, évidemment. Peut-être que je ne suis pas encore arrivé à ce stade, puisque, évidemment, dans tout domaine, il y a toujours une période de latence. Où on ne peut pas toujours être au top. Là. On ne peut pas toujours avoir aussi le même goût pour la passion. Il y a des moments, évidemment, dépendamment de notre vécu, dépendamment de ce qu'on vit, la motivation peut baisser. Moi, je dirais plutôt la peur. Moi, j'ai eu plutôt la peur d'abandonner, même pas... Okay. Depuis que j'ai commencé la musique, j'ai pas encore eu l'envie d'abandonner en mode j'ai envie de tout laisser tomber. Parce que moi, j'ai dit, ma rage de vaincre est plus grande que ma peur d'échouer. Et puis, je me dis, moi, actuellement, là, moi, je suis plus en mode de... J'ai tellement investi, en vrai de vrai. Oui. J'ai tellement donné, j'ai tellement investi. Quand je regarde mon parcours, j'ai tellement investi dans la musique que non, je ne peux pas abandonner maintenant. Moi, en vrai de vrai, c'est mon mindset actuellement. Non, ça n'a pas encore marché, non, jamais. Mais j'ai plutôt la peur d'abandonner. Évidemment, puisque j'ai peur parce que quand je parle de peur, je vais parler de la réalité des choses aussi. C'est vrai, tu fais la musique, mais il y a beaucoup de réalités. Est-ce que telle réalité de ma vie va pas empiéter sur la musique à un moment donné? Ça me fait peur, tout en sachant que je veux aussi, je me dis que je suis en mission. Je veux aussi que ça porte ses fruits. Ça, c'est vraiment la nature des choses qui me pousse à avoir cette peur d'abandonner. Okay. Voilà, c'est ça en fait. Mais j'ai jamais eu l'envie d'abandonner pour le moment. Mais ça peut arriver parce que voilà, c'est ça. Peut-être dû à votre entourage du fait qu'il y avait plusieurs qui abandonnaient ici et là, etc. Oui. Mais ça, je comprends que, évidemment, on est tous quand même menacés par ça parce que le milieu du showbiz, c'est un milieu quand même... c'est chaud. C'est un milieu difficile. Ouais. Donc, quand tu es seul, c'est pas facile de trouver la motivation entre comment on dit... les désillusions que tu as, parce que évidemment quand tu fais la musique, souvent tu penses que c'est le monde des bisounours, tu vas faire ton truc et puis beau. Non, mais après tu te rends compte que tu n'auras pas forcément, les gens ne vont pas forcément te supporter comme tu veux. Exactement, beaucoup de galères. Tu vas beaucoup galérer. Donc là c'est la passion. Moi je suis un passionné et puis comme j'ai dit là, ma rage de vaincre est plus grande que ma peur d'échouer. Je pense qu'on est capable de le voir également, même la manière dont vous parlez aussi. Mais il y a aussi ouais. Il y a également aussi le burn-out. Enfin, le burn-out, c'est le fait d'être surchargé. Parce que aussi, en tant qu'artiste indépendant, vous l'avez dit, il y a beaucoup de choses. Du coup, on se retrouve à faire tout ça tout seul. Déjà, on donne beaucoup d'énergie à composer. Là, on rêvasse un peu parce que voilà, c'est que le début. Une fois qu'on arrive en studio, après, il y a la promotion, le marketing. Essayer de trouver où est-ce qu'on peut aller faire la promotion, où est-ce qu'on peut aller sur scène, etc. C'est beaucoup. Est-ce que j'ai déjà fait un burn-out? Oui, évidemment, tous les artistes sont menacés par ce virus-là. Parce que ça, c'est la réalité. Ça, même, tu peux même pas contrôler. Que tu sois même artiste indépendant ou pas, même, tu vois, même les célébrités. À chaque palier que tu franchis, à chaque réalité aussi que tu affrontes. Et au contraire, nous-mêmes, on est bien. Nous-mêmes qui sont pas encore connus. Parce que, évidemment, quand tu commences à être successful, quand tu commences à être connu, mais ça vient avec beaucoup de responsabilités, beaucoup d'injonctions. Si tu vis plus comme avant, limite, les gens même, comment on dit,
Ils vont t'idéaliser. Les gens décrédibilisent ta nature d'être humain. Les gens nient ta nature d'être humain. C'est comme quand tu es star, c'est fini. Tu n'es plus un être humain là. Tu peux plus maintenant marcher. C'est pour ça que les stars là, ils ont un peu. Tout le monde peut pas être star. N'est pas star qui veut, n'est pas connu qui veut. Parce que si tu veux être célèbre là, c'est ça. Tu abandonnes les trucs les plus élémentaires qu'un être humain doit faire. Souvent là, ils ont envie de faire comme nous là. Tu penses que Drake n'a pas envie de sortir, aller acheter. Il a envie de faire ça, mais il peut plus parce qu'il est connu. C'est pour ça que ça sombre dans la dépression. Parce que il a l'impression il n'est plus un être humain en fait. Les trucs les plus élémentaires qu'un être humain doit faire, il ne peut plus faire. Il les fait difficilement, ou bien pour faire ça, il est obligé de se mettre dans des barricades. Il est très idéalisé aussi. Voilà, idéalisé. Donc, c'est pas facile. Vous vous projetez où, disons, d'ici dans le futur? J'ai pas envie de donner un certain chiffre ou un terme d'année, mais avec vos projets. Est-ce que, comment vous visualisez? C'est quoi votre plus grand rêve? Quel est votre but de tout ça? Moi, j'ai l'impression que je suis en mission. En faisant de la musique, je suis en mission. En mission parce que, évidemment, je vais impacter. Je me définis comme un leader. J'estime que je suis quelqu'un qui est voué à impacter les gens. Je veux impacter les gens. J'aime être ceux qui portent. J'aime être ceux qui font partie des porte-flambeaux, ceux qui encaissent pour la masse, ceux qui se sacrifient pour la masse. Moi, j'ai une mission. Et puis, au-delà de ça, quand je suis conscient de mon talent, voilà, je suis conscient de mon talent. Et quand je vois aussi qu'on est dans un monde où c'est pas forcément les gens qui sont talentueux qui sont ça me fait mal. Ça fouette mon orgueil. Je dis non, il faut que moi je prouve aussi. Non, ça peut pas finir comme ça, tu vois. Donc, en même temps aussi, le succès, la gloire, c'est Dieu qui donne. Donc, moi, je vais faire de ma part. Et puis après, c'est ça. Sinon, mes projets à long terme, c'est évidemment faire de grandes scènes internationales et vraiment asseoir ma domination dans ma circonscription et puis dans le monde. Parce que je suis un artiste qui est ouvert à d'autres styles. Et vous allez voir, la preuve, à la santé, c'est un morceau à ma piano, comme je vous ai dit, mais on va parler de ça parce que je suppose que vous avez réservé peut-être un truc là. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour résumer, ma vision dans la musique, évidemment, c'est marquer mon empreinte, impacter, m'imposer musicalement comme un artiste de grand renom, comme un artiste mainstream. Et puis, développer moi aussi mon business aussi dans la musique parce que je veux bien produire, si Dieu me donne la chance. J'ai des talents de directeur artistique aussi que je peux mettre à profit de beaucoup de jeunes. Je le fais de toute façon avec beaucoup d'artistes, des amis, d'aider les plus jeunes, c'est une manière d'aider les autres artistes aussi émergents. C'est ça, et puis produire ou bien c'est ça, lancer un label. Voilà, en partenariat. Oui, ça c'est des... Et puis ça, moi je me suis donné cet objectif-là, que j'ai du succès dans la musique ou pas. Ça doit se faire. Quelque chose va faire que je vais investir là-dedans. Donc, c'est un peu ça ma vision. Vous voyez ça beaucoup comme des investissements, le domaine musical. C'est ça. Ça vous régénère quelque chose en retour? Oui, évidemment, on n'investit pas pour... pour rien, quoi. Le rap, c'est pas de la charité. La musique, c'est pas de la charité. Hein. À quel moment vous avez compris au fait que c'est devenu un business? C'est à l'instant où vous avez commencé à sortir les premiers singles ou bien? J'ai compris que c'est un business quand j'étais conscient qu'il fallait que je rentabilise. Quand j'étais conscient qu'effectivement, il faut que ta musique marche. Tu fais pas de la musique. Parce qu'au début, c'est la passion. Oui, je fais pour avoir le succès d'estime, pour que les gens m'apprécient. Mais à un moment donné, là, tu fais sortir ton argent, donc tu attends les résultats. Et évidemment, les résultats sont l'attente de tout artiste. Quand tu fais sortir un morceau, c'est pour que ça marche. C'est pour que ça fasse. Mais comment faites-vous? C'est pour que ça soit un hit. Comment faites-vous pour que ça rentabilise alors? Vous placez vos... Évidemment, tu places ta musique sur les plateformes de streaming. Il y a les streams. Ça aide? Oui, ça aide, mais bon, quand ça aide, mais ça représente rien. Parce que même les artistes qui sont connus, les Drake, évidemment, ils gagnent beaucoup, mais le streaming, là, c'est le plus petit. Ça, c'est rien, là. Donc, il y a le streaming. Il faut avoir, évidemment, le booking aussi. C'est quoi? Le booking, c'est évidemment les dates, les tournées, les prestations, les performances. Et là, encore, il faut trouver des performances, évidemment, où on te paye à ta juste valeur. C'est vrai. Il y a ça. Il faut que tu rentabilises à la hauteur de ton investissement ou bien au-delà de ton investissement. Mais quand tu n'es pas encore connu, là, tu as toujours un déficit parce qu'il va falloir aller chercher l'argent dans d'autres sources que je ne mentionnerai jamais. Ok. Et on n'a pas parlé de votre plus grande fierté dans tout votre parcours. En fait, je dirais même au-delà de la musique, simplement.
Parce que j'aime bien parler, oui, que du domaine de la musique, mais allons-y aussi au-delà de ce que vous faites seulement en musique. Étendons un peu les barrières. Ouais. Bon, déjà, en musique, c'est d'avoir cette crédibilité d'artiste-là. Okay. Au moins sur les réseaux, on sait qui est Real MJ. Même si tu ne me connais pas, si tu vas sur mes réseaux, tu sauras. On sait, oui. J'ai une présence, j'ai des clips, j'ai des sons, j'ai des projets. C'est ça, c'est ma réalisation. Maintenant, vous dites au-delà de la musique. Ouais. Quelles sont mes plus grandes fiertés? Mes plus grandes fiertés, moi-même, mon développement personnel, comment j'ai évolué, l'image que j'ai de moi par rapport à 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, comment je me suis développé, comment les gens me voient, mes proches me voient. Comment on dit, en tant qu'individu qui a grandi. Ça, c'est ma fierté. Comment mes proches me voient, tu vois. Mais également il y a ça. Même. Ouais, il y a comment moi-même je me vois. Il y a cet aspect-là aussi qui fait ma fierté. Il y a comment on dit, mes réussites scolaires et universitaires qui font ma fierté aussi. Parce que très souvent... c'est pas facile à gérer. Si, évidemment, c'est pas facile à gérer. Donc, évidemment... On ne s'est pas oublié. Les gens pensent. Je me rappelle, il y a des gens qui pensent qui pensaient que quand j'ai gradué, petite parenthèse, je sais que ça a surpris certaines personnes. Parce qu'ils se disent que on le voit. Non, mais il y a la musique, mais je ne suis pas fou. Je sais très bien ce que je fais. Ouais, je sais très bien où je veux aller. C'est ce qui est incroyable, en fait, parce que vous êtes encore étudiant en ce moment ou vous avez fini? Ouais, fini, ouais. Vous avez pas mal fini. Hein. Ouais, les sessions également, ils ont commencé à clore et tout. À conclure, whatever. Ouais, donc c'est ça, la perception que mes proches ont de moi, la perception que moi-même j'ai de moi, mes succès et mes réussites scolaires, universitaires, et puis ce qui me rend fier, ouais, c'est ça, je pense que c'est ce qui me rend fier. Et puis ce qui me rend fier, c'est les projets que je veux développer, l'avancement des projets que je suis en train de travailler. Ça me rend fier quand même. Parce que ça en tant qu'artiste, et puis en tant que personne lambda dans la vie, businessman dans la vie, voilà. Mais c'est ce qui n'est pas facile non plus. On a parlé d'évolution tantôt, mais vous savez, votre premier clip, c'est Twerk, comme vous l'avez dit, qui est sorti en 2019, justement. Ouais. Il y a un prochain clip qui s'en vient. Ouais. Ça, vous en parlez depuis super longtemps et j'ai trop hâte d'ailleurs de savoir la date, s'il y en a un. Mais c'est quoi l'évolution que vous voyez de vous-même? Moi, j'avais pensé peut-être la performance face à la caméra, parce qu'au début, on n'est pas trop à l'aise, on essaie encore de trouver quel est notre bon profil. Effectivement, c'est mon premier clip officiel. Ouais, puis là, comparé au dernier, c'était comment? Ouais, c'est sûr que le premier s'est fait dans des conditions... C'est ton premier clip, donc côté ressources humaines, tu ne maîtrises pas. Okay. Tu t'attends à ce que des gens soient là, qui sont pas là à la dernière minute. Tu es frustré. Tu as reçu des imprévus. Tu as reçu des imprévus. Tu as reçu des promesses des gens qui allaient venir. Le clip Twerk, c'est vraiment pas passé comme je veux là. Ça devait pas se faire comme ça. Mais je me suis adapté. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris en étant artiste indépendant. C'est que si tu es seul à faire tout. Mais souvent, faut t'attendre à des imprévus. Faut t'adapter. Ça veut dire aujourd'hui, j'ai cette faculté-là si je dois faire un clip, si ça se passe pas comme ça, je sais comment je vais m'adapter. Et donc, Twerk, c'était pas fait pour que ça se passe comme ça. Il fallait que ça... Quand je dis Twerk, il fallait vraiment que ça twerk. J'avais prévu un scénario, mais après, je me suis adapté. Okay. Donc, il y a ça. Mais après, ça a été une réussite parce que visuellement, les gens aimaient. Donc, j'ai orienté plus ça dans l'aspect d'un chill. Et puis, évidemment, j'avais déjà naturellement, comme j'ai dit là, je suis quelqu'un d'assez à l'aise devant la caméra. Je suis extraverti. Et puis, bon, quelqu'un qui a déjà fait des performances. Donc, c'est une personne qui a déjà affronté un public. Donc, une caméra, c'est vrai, c'est différent, mais bon. J'étais pas mal à l'aise, mais j'étais pas aussi à l'aise. Voilà, c'est ça. C'était mon premier clip. Donc, du coup, j'apprenais. Et puis après, ouais. Mais votre évolution, vous la décrivez comment d'abord? Bon, c'est les gens qui peuvent mieux. Qui seront capables les gens qui peuvent mieux. C'est en regardant mes clips. Et c'est les gens qui peuvent mieux dire comment j'ai évolué côté clip. Mais moi, je pense que maintenant, je suis un professionnel. Maintenant, la musique, c'est mon métier aussi. Oui. Je suis un professionnel là-dedans. Je sais comment ça marche, je sais comment ça fonctionne. Donc, c'est mon travail là. Voilà. Mais en même temps, on n'est jamais assez parfait. Voilà, puisqu'un être humain n'est jamais parfait. Donc on essaie tout de se perfectionner. Donc je suis forcé. Il y aura toujours des choses que je pourrais mieux faire à chaque clip.
Et puis, je suis toujours ouvert à des critiques. Je ne suis pas Burna Boy, donc c'est vrai que je suis conscient de qui je suis, mais je peux m'améliorer dans beaucoup de choses. Ok. Alors, sur YouTube, ça fait 9 mois que vous n'avez pas posté quoi que ce soit jusqu'à date. C'est vrai? Ouais. C'est vraiment 9 mois? 9 mois. Le temps de l'accouchement de... J'y ai pensé aussi. 9 mois. J'y ai pensé. Ça veut dire que s'il y avait une sœur que je connaissais qui était enceinte, là ça fait... Là, elle accouche, là, mais il n'y a encore rien. Il n'y a rien. On n'a pas eu d'update depuis ce temps-là. De clips, ouais. Je disais donc, voilà, sur Instagram, votre Instagram qui est très alimenté, vous faisiez beaucoup de stories, vous donnez vraiment avis sur tout aussi. C'est là où vous disiez, il y a des challenges que vous êtes en train de lancer sur la danse de votre nouveau single qui va bientôt sortir, qui s'appelle À la santé. À la santé. Est-ce qu'on peut parler du concept? On ne sait pas encore ce qu'il y a, mais on veut avoir un préavis, un avant-goût. Le concept, c'est que chacun se défoule comme il le sent, comme ça le chante. Ouais. Parce que, évidemment, la partie qui est sur Internet actuellement, c'est une partie quand même assez dansante où j'ai essayé de créer une certaine sorte de challenge pour pousser les gens à, évidemment, danser sur mon morceau. Comme bon chacun semble, en fait. Voilà. Donc, il n'y a pas de, comment on dit, il n'y a pas de standard en particulier. Hein. C'est vraiment un morceau où chacun doit prouver qu'il est en bonne santé. Donc, et comme c'est Amapiano, donc la plupart des gens auront tendance à faire des pas Amapiano là-dessus, mais effectivement, chacun danse comme il veut, hein, parce que c'est vraiment la partie la plus dansante du son. Donc, évidemment, c'est un morceau que j'ai balancé pour que chacun s'enjaille dessus, comme on le dit, en fait. C'est une portion, évidemment, du morceau que j'ai balancé pour que chacun danse comme il veut. Et j'ai balancé ça sur TikTok, j'ai balancé ça sur mon compte IG. Donc, c'est ça, en fait. Il n'y a pas à réfléchir. C'est juste une chanson pour se défouler, puis voilà. C'est la partie là, il faut que chacun danse comme il veut. Il y a déjà des montages que j'ai commencé à faire. Ouais. Donc, c'est ça. C'est vous qui faisiez le montage vous-même? Ouais, là, souvent. Pas tous mes trucs, mais oui. Une bonne partie. Une bonne partie, quand même. C'est ce que j'appelle un artiste qui contrôle pas mal beaucoup de choses. Ouais. Mais c'est ça. Je suis pas doué là-dedans. Je fais comme je peux. Ça viendra. Après, il y a beaucoup de... Enfin, il y a plein d'affaires qui viennent avec en tant que... Lorsqu'on sort un single, etc. Et à la santé, il y a beaucoup d'harmonie. Moi, ça m'a rappelé de... C'était-tu la FIFA? Enfin... Il y avait, moi je pense que c'était la FIFA, les dernières années qui venaient de passer. Il y a beaucoup d'harmonie dans votre chanson, déjà au début. Fait que c'est un peu ça, c'est pour ça que je me demandais c'était quoi le concept. Mais merci quand même de nous en avoir parlé. On a très hâte. C'est quoi la suite? Souvent vous balancez des singles, puis d'un coup il y a un EP ou un album qui sort. Il n'y en a pas un qui se prépare en ce moment? Non, évidemment l'actualité c'est À la santé. C'est le single qui est en prévision. Voilà. Déjà, vous avez dit... c'est quoi la suite en fait de la santé? C'est quoi la suite? Pourquoi la santé? Ouais, on peut parler aussi de pourquoi. Déjà la question c'était la suite. C'est quoi la suite de... Enfin, qu'est-ce qui s'en vient? Ouais, c'est le son. Mais là, je suis un peu comme dans une pré-promo. Parce que très souvent, on parle de promotion quand le produit est déjà sorti. Bon là, aujourd'hui, tous ceux qui me suivent savent que je dois faire sortir un son sans que je n'ai déjà fait sortir un son. Et j'ai essayé de, évidemment, teaser des parties du son et les mettre même en challenge, faire en sorte que les gens fassent des vidéos là-dessus. Donc là, je suis un peu au stade de la pré-promo, annoncer que le son va sortir, et le son sort dans quelques jours. On est plus loin, ouais, c'est vrai. Le son sort dans quelques jours, en tout cas. Et c'est ça, c'est le morceau d'été, donc c'est le Summer Hit. Et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est le premier morceau Amapiano du Canada, et ça sera le premier hit. J'espère que ça sera le premier hit Amapiano aussi du Canada, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le son. Et en parlant d'harmonie, vous avez l'impression que j'ai fait beaucoup d'harmonie, j'ai fait beaucoup au début. Ouais, c'est la direction artistique. On n'a pas défini, évidemment, la santé, quelle était ma motivation. Oui, c'est vrai. Ouais, la santé, pourquoi la santé? Parce que j'ai vu que la plus grande richesse dans cette vie, dans la vie d'un être humain, c'est la santé. C'est la santé. La santé, c'est la base de tout. La santé, c'est le fondamental de tout. On ne peut rien faire sans la santé. Tu as beau avoir des rêves, tu as beau avoir des projets, tu as beau avoir des réalisations. Si tu n'as pas la santé, tu ne peux rien réaliser. Et pourquoi j'ai fait ce morceau-là? Ce morceau-là, c'est une ode
à la vie. C'est pour célébrer la vie. Et c'est un morceau de lutte contre la dépression aussi. Pour dire qu'effectivement, c'est vrai, certes, tu as un certain moment, à une certaine étape de ta vie où tu n'es pas encore là où tu devais être. Il y a beaucoup de choses qui te mettent la pression, quitte à te pousser à déprimer. Mais non, ne déprime pas parce qu'il y a des gens qui ont moins que toi, mais qui sont heureux. Tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas la santé, tu es malheureux. Et voilà en fait ma motivation. C'est vraiment un morceau porteur d'espoir. Et pour dire à chaque être humain que, en réalité, tant que tu as la santé, tu es heureux. Tant que tu as la santé, tu peux encore tout faire. Tant que tu as la santé, tu peux changer le cours de ta vie. Donc, ça ne sert à rien de déprimer. Et j'ai remarqué aussi que très souvent, les êtres humains cherchent loin ce qu'ils ont tout près. Ouais. Très souvent, on veut beaucoup de choses. On veut ça, on veut ci, on se projette dans beaucoup de trucs complexes. Mais on oublie souvent de valoriser les petites choses là, la santé. Ça aussi, c'est montrer aussi sa reconnaissance, sa gratitude envers le Créateur. Donc voilà, c'est vraiment un morceau où j'essaye de conscientiser à ma manière tout en créant un mood jovial. Mais là, vous avez trop hâte comme nous, j'imagine. Ouais, j'ai hâte. Sincèrement, j'ai trop hâte parce que là, je suis fatigué d'écouter mon morceau là toujours pour moi. Là, ça m'énerve. Je suis pressé. Voilà. Okay. Mais si ça tenait qu'à moi, le morceau allait sortir depuis. Mais c'est comme j'ai dit là, il y a une préparation, il faut te préparer. Parce que quand le morceau sort, c'est la promotion encore. Super. Donc c'est ça. Bah, du coup, on va attendre tout ça. Puis, cher Jean, vous pouvez suivre Real MJ anyway. Real MJ sur Instagram. Vous pouvez également le suivre sur TikTok, YouTube et Spotify. Facebook. Moi, j'aime bien Facebook également. Ah ouais, ok, d'accord. Je suis partout. Ouais, bah partout, c'est parfait. Twitter. Vous étiez en train de parler. Ouais, je disais. Pas Twitter, j'ai pas de Twitter. Vous avez pas de Twitter? Ouais. Ok, d'accord. Facebook, Instagram. J'ai l'impression que ça t'a choqué. Bah oui, enfin moi. Moi, les réseaux sociaux, j'adore. Il y en a trop. Mais du moins, c'est ça l'important, c'est d'aller soutenir nos artistes. J'aime bien suivre sur Spotify, amener mes gens à suivre des gens sur Spotify parce que c'est beaucoup de streams et YouTube. Faut savoir, cher Jean, qu'en tant qu'artiste, là, on a besoin le plus notre audience, c'est d'abord être en présentiel sur des streams, enfin sur Spotify, mais aussi sur YouTube. Après, sur Instagram et TikTok, c'est souvent bon pour aller suivre les informations et tout ce qu'on donne. Non, mais elle a tout dit, hein. Parce que c'est comment on dit, c'est à cette étape-là que vous nous témoignez de votre soutien. C'est là qu'on vous attend parce que c'est là-bas qu'il y a de l'argent. On attend à ce que vous streamez. Ça fait plaisir. Exactement. Parce qu'on met une œuvre en ligne et on s'attend à ce qu'il y ait des retours. Si c'est bon, surtout quand vous jugez que c'est bon. Voilà, et streamer, regarder. Voilà, parce que tout artiste aspire à faire des records avec son morceau, faire des gros records, cherche à avoir un disque d'or. Moi, comment je fais sortir la santé là? Moi, je m'attends à avoir un disque d'or, je m'attends à avoir un disque de platine parce que je pense que ça le mérite. Voilà, donc c'est ça. Mais tant qu'on le pense, je pense que c'est déjà une grande chose. Ouais. Est-ce que... Ok, une question que vraiment beaucoup de personnes se sont posées, qu'on soit artiste ou non, c'est quoi un budget qu'on mettrait vraiment pour un single? Déjà, chaque artiste, en fonction de sa réalité, a son budget. Okay. Donc, je ne saurais te dire un budget, mais comment on dit? Je ne saurais te donner un budget, là. Je veux qu'on parle de chiffres. dans le sens que, genre, pour les nouveaux artistes, parce que des fois, on a beau rêver, mais des fois, il faut juste casser un peu ses rêves, parce que c'est un monde vraiment compliqué. Ça fait plusieurs fois que je fais beaucoup d'interviews comme ça. Et il y a un autre artiste avec qui j'avais parlé et on a vraiment beaucoup abordé le domaine du marketing parce que c'était beaucoup trop dur. Moi, j'ai envie de dire, lorsque moi je réalise mes propres projets, c'était autour de $800, mais il y en a qui mettent même plus de 1000. Oui, il y a des gens qui mettent plus de... Il y a des gens qui mettent plus de 2000. Tout dépend avec qui tu travailles, avec les gens que tu travailles. Ça, tout dépend. Pour vous lancer, par exemple, pour la radio, des fois on demande même plus de 2000. Oui. Vraiment. C'est ça. Si c'est du budget qu'on met vraiment, allez soutenir. Je vais dire, le budget, déjà, il faut acheter le beat. Le beat, ça coûte. Ok, pour ceux qui l'achètent. Ça coûte, je vais dire, un minimum, si vous regardez en général sur YouTube, $200. Bon, si évidemment tu as des gens avec qui tu travailles, évidemment, ça dépend. Si tu as des gens avec qui tu travailles, mais moi, je vais mettre $200, ben $150. Wow. Tu achètes le beat. Tu vas aller au studio, tu vas peut-être prendre des heures. 50 tu payes de l'heure. Voilà. Oh là là. Tu finis de payer, tu vas faire le mastering, tu vas faire le mixage. C'est un travail. Donc, tu as dit peut-être. Tu vois, c'est un travail. Donc, c'est ça. Peut-être tu t'es retrouvé à mettre $500 déjà au finish sur un morceau. Et ça, c'est le son. C'est ça qui est incroyable aussi. C'est le son. Le son seulement, juste Ouais, le son tout propre. Ouais, mais franchement, vous êtes courageux. Vous êtes un homme de... Comment dire? Vous foncez. Ouais. Vous
Vous foncez, vous êtes mené de passion. Franchement, je vous souhaite le meilleur. La plus belle chose qui puisse vous arriver, franchement. Allez streamer sa chanson qui s'en vient à la santé. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ouais. Exactement. Puis franchement, c'est un plaisir également pour moi de vous accueillir sur ce podcast. Enfin, on s'est vu. Enfin, on s'est parlé. Tu comprends ce que je veux dire. On s'est raté tellement. Et je m'en voulais. Tu m'en voulais, peut-être. Peut-être un peu. Ouais. Mais c'est correct. Ouais. C'est correct parce que c'est toujours un plaisir pour moi d'accueillir des artistes. Le but pour moi, c'était de promouvoir ces artistes-là. Moi-même, ayant été artiste, comme il a dit, plusieurs ont lâché, j'en fais partie. Mais j'ai pas lâché pour de bon. Mais voilà, c'est un plaisir pour moi. Franchement, soutenez. C'est toujours le mot-clé également dans ce podcast. Allez soutenir. Exactement. Merci. Alors, merci beaucoup, Rian MJ. Merci à toi. C'est un plaisir. On attend énormément votre clip. Pas seulement le clip, juste le son également. Oui. À la santé. Je vais vous faire écouter ça tout à l'heure, là. Ouais. Ah, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai ce privilège, cher Jean. Ok, ouais. Alors, merci beaucoup et j'espère que vous allez continuer à écouter les prochains épisodes également qui s'en viennent pour cette session, cette deuxième session d'un épisode interview également. Et cher Jean, on se voit pour une prochaine fois. Merci beaucoup. Ciao. Merci.